Bien, aujourd'hui, je vais reprendre un thème que j'avais déjà développé dans une vidéo précédente, intitulé « Dictature sanitaire ». Entre-temps, j'ai acheté un livre, ici j'ai la version italienne, « Histoire de la mort en Occident », écrit par l'historien Philippe Ariès, et je me suis rendu compte, de manière étrange, qu'il y avait des recoupements entre ce que j'avais déduit d'une manière intuitive dans cette vidéo intitulée « Dictature sanitaire » et des aspects qui apparaissent dans ce livre. L'auteur, ce qu'il fait, c'est de retracer la conception de la mort dans l'histoire occidentale et repérer certaines dates. Bien oui, parce que le rapport, la conception que moi j'ai de la mort aujourd'hui en Occident, en Belgique, n'est pas le même que pouvait l'avoir un individu il y a 1000 ans, 500 ans, 300 ans. Et c'est de cela qu'on va s'occuper, de voir les différentes étapes. Et une première date charnière, c'est le XIIe siècle. Avant le XIIe siècle, la conception de la mort était très simple. La mort était le fruit du destin. Quand la mort vient, eh bien elle vient. Quand l'heure est sonnée, eh bien on est prêt pour mourir. Et cela peut arriver à moi, à mes personnes qui sont très chères, à mon voisin, à tout individu qui fait partie de ma cité. La mort fait partie de la cité, la mort fait partie de mon quotidien. À partir de cette date, il y a l'aspect qu'on avait vu avec Erich Fromm, qu'il a très bien développé, c'est l'émergence de l'individualité. Et on a bien vu avec Erich Fromm toutes les conséquences que cela a amené. Ici, l'historien se limite à dire qu'avec cette émergence de l'individualité, eh bien, il y a un changement, une autre conception de la mort. La mort n'est plus la mort de tous. La préoccupation était, comme ça, on peut dire qu'elle était un peu... assouplie par cette conception de la mort comme mort qui pouvait prendre tous, et du destin. Quand la mort me préoccupe en première personne, et donc la mort de moi, il y a un saut qualitatif. Il y a une nouvelle conception de la mort. Donc on pourrait écrire ici, avant le XIIe siècle, c'est la mort de tous, et ici c'est la mort de soi. Et quand se développe cette nouvelle conception, il y a une nouvelle sensation qui va prendre forme dans l'âme de chaque individu, qui est de se sentir pas assez. Pas assez, pas prêt pour mourir. C'est une sensation qui va s'affirmer de plus en plus au fil des siècles. Le saut du XIIe siècle est au siècle romantique, qui est le XVIIIe siècle, où il y a une conception de l'amour romantique, c'est de l'amour sincère qu'on peut alimenter, nourrir envers une personne qui nous est très chère. Avec cette préoccupation de l'autre, cet amour qu'on porte envers l'autre, se forme une nouvelle conception de la mort, qui est la préoccupation de la mort de la personne qui nous est chère. Et on va l'écrire avec la mort de l'autre. Et entre ces deux dates, il y a, selon Philippe Ariès, historien en question, une période très importante qui ne va pas sous-estimer, qui apparaît à peu près au XVIe siècle, qui est toute une production imaginaire. Donc c'est dans l'imagination, comme si on voulait maîtriser la mort à travers l'imagination, et qui se traduit par une tentative de mettre ensemble la sexualité et la mort, Eros et Thanatos. Et là, il y a plein de productions artistiques où on voit apparaître les deux. Donc, Eros et Thanatos. Ce qui va être important par la suite quand on va parler du XXe siècle. Et ici, on va reprendre donc le XVIIIe siècle. La mort de l'autre va amener petit à petit au XIXe siècle et XXe siècle à la production de tombes, cimetières très importantes, production très importante, avec toute une série de rites, de rituels. Et ici, tombe
et cimetière. C'est ce qu'on connaît très bien aujourd'hui. Ici, il y a déjà un processus d'éloignement de ce qu'on pourrait dire de la mort en tant que concept, en tant qu'aspect qui, au départ, était familier. Donc, ce qu'on va se rendre compte, que dans cet axe d'évolution, de progression d'une étape à l'autre, de cette transformation de la conception de la mort, eh bien, on va avoir un passage de la mort comme mort qui fait partie de la cité, qui fait partie de mon quotidien, qui m'est familière, à une mort qui est bannie de la cité, à une mort qui n'est plus familière. Alors ici, avec la mort de l'autre, il y a un petit paradoxe qui se met en route déjà. C'est qu'il y a un déplacement, il y a un éloignement. La mort ne me concerne plus directement, ce n'est plus ma préoccupation, c'est la préoccupation de la mort de l'autre. Mais attention, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas affecté par ça. Par exemple, au XXe siècle, on peut assister très bien à des histoires où une personne âgée meurt et après quelques mois, c'est l'époux ou l'épouse qui va mourir. Pour dire que la personne ne sait plus vivre sans l'autre, ne sait plus faire face à la mort. Donc ça, c'est un premier éloignement. Ici, avec les tombes et cimetières, c'est qu'on va confiner. Il y a un confinement, un éloignement du quotidien à de l'espace aussi, à des espaces reliés physiquement, mais aussi avec des rituels qui sont dans le temps précis de l'année, et après, on n'y pense plus. Et ça va s'accentuer au fil des décennies du XXe siècle. Et il y a un autre éloignement qui va se produire. L'éloignement du mort à la maison au mort à l'hôpital. Ça, c'est un éloignement très important. C'est un des derniers éloignements. C'est-à-dire que, à part dans certains petits villages où ça continue, en Occident, mais en ligne générale, c'est un éloignement qui s'est produit. C'est qu'une personne, quand elle ne se sent pas bien, quand il y a presque le senteur, on sent qu'elle puisse mourir, eh bien, elle va être déplacée, éloignée, dans un hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va se charger de prendre en main la question de la mort. Et donc, les personnes ne sont plus habituées de voir les morts chez soi, mais les morts seront amenés, se produiront dans les hôpitaux. Ça, c'est un autre éloignement. Une autre conséquence de cet éloignement, c'est que les médecins qui prennent dorénavant en charge les personnes très malades et qui risquent de mourir, ne vont plus communiquer, ne vont plus parler directement avec la personne intéressée, mais vont parler de manière indirecte. Donc ils vont parler avec les personnes qui font partie de la famille. Donc le dialogue ne se fait plus avec la personne directement intéressée, mais avec les autres qui composent la famille. Ce qui veut dire qu'on trouve là un autre éloignement. Donc il n'y a plus cette réalité qu'il y avait dans le temps qu'une personne, c'est dans des écrits qu'on voit ça, de littérature ou des personnes qui racontent ce qui s'est passé, qu'une personne pouvait sentir quand elle pouvait mourir. Et aussi décider aussi sa propre mort. Il y a des récits comme ça de révolte au XXe siècle où une personne à l'hôpital ne peut même plus décider par elle-même. C'est les médecins qui vont décider si ou non d'interrompre par exemple les soins intensifs par exemple. Et donc il y a une conséquence de ces éloignements, de cette prise en charge des médecins de la mort, c'est que la personne directement intéressée se trouve encore de plus en plus éloignée de la mort. Et donc nous assistons ici à un éloignement de la mort dans la cité, dans la famille, donc dans la cité parce que c'est relié dans des lieux particuliers, et puis parce qu'on n'en parle presque plus, il n'y a même plus de cortège dans les grandes villes. L'autre éloignement, c'est il n'y a plus de morts à la maison mais à l'hôpital, et finalement, le dernier éloignement, c'est que la personne qui est directement intéressée, a délégué tout aux médecins, à les représentants du monde sanitaire.
Et cela va amener aussi à une autre conséquence, c'est qu'avec les avancées de la technologie, en parlant toujours moins de la mort, en s'éloignant toujours moins de la mort, en ayant une conception de la mort complètement différente, on n'a plus un rapport direct avec la mort, en quelques mots. Eh bien, avec l'évolution de la technologie dans le monde sanitaire, on sollicite aussi l'imagination, qu'on puisse toujours guérir de ce qui peut nous rapprocher de la mort. Donc la mort, on n'en parle plus, on ne la pense plus, mais en plus, on a cette espèce d'idée qu'on puisse remettre à plus tard ce qu'on ne veut pas penser. Comme disait Lacan, la mort est un concept. On ne peut pas se passer de la mort. Donc, si on se passe du concept de la mort, quelque part, il doit bien réapparaître. Et donc, tout le corpus sanitaire va solliciter l'imagination qu'on puisse toujours être guéri et finalement d'être immortel. Et dans tout cela, un rappel à les notions de la psychanalyse, Freud, au départ, s'était intéressé à Eros, à la sexualité, quand il a inventé la psychanalyse. Seulement dans un deuxième temps, suite à la Première Guerre mondiale, il va s'intéresser à Thanatos. Pourquoi il s'est intéressé à Eros? Parce que, à la sexualité, parce que c'était ça qui subissait les effets de refoulement et qui était en amont pour Freud des problématiques qu'il avait expliquées. Les névroses, par exemple. C'est que la sexualité, à la période de Freud, était un tabou. Et qui l'aurait dit? Freud n'a pas vu ça, qu'au fil des décennies du XXe siècle, à partir des années 60 par exemple, Eros n'est plus un tabou. Ce qui va devenir un tabou, c'est Thanatos. Et donc, finalement, on voit bien comment, en devenant Thanatos un tabou, on peut s'attendre aussi, étant un concept aussi, la mort est un concept, disait Lacan, on peut s'attendre à les avatars qui déterminaient, qui subissaient les pulsions de la sexualité, de l'éros, comme le refoulement, on peut les attendre aussi à Thanatos. Et cela pourrait, par exemple, expliquer pourquoi, depuis 2 décennies, 3 décennies, on voit une prolifération de scènes de violence dans les films horreur, dans les films d'action, etc. Et donc, pour conclure, en prenant la forme Thanatos d'un tabou, comme l'était Eros, on en parle beaucoup moins. On s'est éloigné du concept, du rapport qu'on pouvait avoir avec la mort. Cela est délégué, toute la responsabilité est déléguée à ce qu'on pourrait dire le corpus sanitaire. Le corpus sanitaire se voit accroître un certain pouvoir d'interrompre ou pas les soins, pouvoir de communiquer ou pas, il doit communiquer, mais communiquer par la personne intéressée, et à solliciter l'imagination qu'on puisse devenir immortel. Et cela explique aussi toute cette recherche du bien-être qui a envahi tous les domaines. Il faudrait se dire qu'on n'est pas immortel, on est toujours mortel et reprendre une conception de la mort, qui est la mort qui nous intéresse tout particulièrement, à moi, à tout un chacun, et la mort devrait faire partie de notre cité et pas être bannie de notre cité et faire partie de notre quotidien. Et pas déléguer aux autorités sanitaires ce qui revient à nous. À la prochaine vidéo, au revoir.